Bonsoir à tous, bonsoir Samuel. Bonsoir François. Voici les titres que nous développerons dans cette édition. La solidarité avec l'Ukraine s'organise à Toulouse. Découverte de l'association Euromaidan mobilisée pour dénoncer les exactions commises à Kiev et appeler à la solidarité, notamment sur les réseaux sociaux. Réseaux sociaux toujours avec une belle histoire, celle d'un jeu d'ivresse en ligne qui se répand sur le web, dénoncé et détourné par ses participants pour venir en aide à des sans-abri. Les explications dans ce journal. Enfin, comme chaque vendredi, nous accorderons une bonne place dans cette émission aux événements sportifs du week-end, Samuel. Oui, on parlera des coqs de l'équipe de France qui joue ce soir au Pays de Galles, d'un stade toulousain déplumé qui se déplace chez le champion de France Castres et d'un TFC qui craint d'être zlatané dimanche en recevant le PSG. On verra ça tout à l'heure, mais pour débuter, à 3000 km de Kiev, des Ukrainiens souffrent à distance face à la violence et aux morts de la place Maïdan depuis Toulouse. Une trentaine de personnes ont créé le collectif Euromaidan. Ils mobilisent les réseaux sociaux pour un élan de solidarité. Dans le même temps, Europe Écologie Les Verts pousse la mairie de Toulouse à apporter son aide aux manifestants de Kiev. Le point avec Jérôme Bollock. Cet après-midi, Irina, Natalia et Mila se sont réunies comme elles le font tous les jours en ce moment. Très actives sur les réseaux sociaux pour tenter d'aider leurs concitoyens, elles ont lancé mardi soir une action sur Facebook. Donc on demande aux Européens soutenir notre mouvement par quelque chose qui est très simple et que tout le monde peut faire. C'est changer la photo de profil et mettre le drapeau ukrainien afin que Facebook devienne bleu et jaune comme notre drapeau, pour montrer aux parlementaires et aux hommes politiques que les Européens sont avec nous. C'est un geste très simple qui ne demande pas grand-chose. Et après, quand les gens sont intéressés, on voit qu'ils reviennent vers nous. On leur demande également de signer une pétition qui est lancée aujourd'hui par Amnesty International. Ces trois Ukrainiennes sont inquiètes pour leurs proches. Natalia a participé à la révolution orange. Elle a du mal à comprendre toute cette violence. C'est la première fois que l'Ukraine vit les événements pareils, parce que là, il s'agissait vraiment de révolution plutôt idéologique. Et tout ce qui se passe maintenant, c'est juste inacceptable en Ukraine. Moi, personnellement, j'ai mes parents qui sont sur place, qui sont déjà âgés et ils restent chez eux, ils sont vraiment sur le choc. Par contre, j'ai beaucoup d'amis qui participent dans les affrontements sur Maïdan et chaque jour, j'essaie d'avoir de leurs nouvelles et j'ai beaucoup d'inquiétude pour eux. Ces membres d'Euromaidan tentent de débloquer des moyens humanitaires et elles aimeraient que Toulouse, en tant que ville jumelée, aide en ce sens, tout comme Europe Écologie Les Verts qui, dans un communiqué, déclare, je cite, « Les liens qui unissent Toulouse à Kiev appellent à un geste de solidarité particulier. La ville pourrait concrétiser cette solidarité par l'envoi rapide de médicaments aux hôpitaux de fortune des manifestants. » Fin de citation. Contactée aujourd'hui, la ville de Toulouse se dit extrêmement attentive aux événements et à l'action de l'Union européenne pour trouver une issue politique. Pierre Cohen, interviewé hier, trouve la situation inadmissible. Pour moi, c'est important qu'il y ait des élections, je dirais, libres et évidemment sereines le plus vite possible pour savoir si le débat qui est souvent caricaturé comme un rapprochement par rapport à l'Europe ou un maintien sous je dirais, les jougs de la Russie est un vrai enjeu, ou si peut-être le débat politique interne amène des positionnements différents. En tout cas, ce qui est inadmissible, c'est qu'à nos portes, et en particulier une ville jumelée, puisse être un théâtre de meurtres. Demain, les membres d'Euromaidan Toulouse seront à la manifestation de soutien organisée à Albi, qui partira à 14h de la place de la cathédrale. Dimanche, quai de la Dorade, un rassemblement est prévu à 16h30 pour rendre hommage aux victimes. Politique à présent avec ce clash entre le PS 31 et les organisateurs de la manifestation contre l'homophobie et le racisme qui aura lieu demain à Toulouse. Oui, une manifestation qui fait suite aux événements de la nuit de samedi à dimanche dernier. Des inscriptions antisémites et homophobes ont été retrouvées sur les murs de plusieurs bâtiments toulousains, dont un cinéma, des locaux politiques et l'espace des diversités et laïcité qui héberge la LGBT. Face à ces actions, une vingtaine d'organisations politiques et associatives ont rédigé un appel à manifester demain, le 22 février.
Un appel unitaire, seul hic. Ce matin, le PS 31 faisait savoir qu'il ne participerait pas à la manifestation. En cause, une phrase du communiqué. Je vous propose d'écouter Joël Bouche, premier secrétaire du Parti socialiste Haute-Garonne, et Michel Ménien, le vice-secrétaire d'Arc-en-Ciel Toulouse, au micro de Marlène Canal. La phrase, écoutez, je vais vous la lire, elle est très simple. Ce climat de haine et de violence est aussi favorisé par des années de mesures antisociales et par des reculs flagrants sur les politiques de liberté et d'égalité des droits. Moi, je suis désolé, je suis responsable d'un parti qui est aujourd'hui au gouvernement et je ne peux pas laisser dire que le gouvernement est responsable de ce climat de haine et de violence et qui aurait des mesures qui seraient des atteintes aux libertés et aux droits. Je rappelle que c'est le gouvernement de la gauche de Jean-Marc Ayrault qui a fait le mariage pour tous et on ne fait pas porter une partie des responsabilités de ce qui se passe à des gens dont on veut qu'ils manifestent avec vous. Voilà. Donc j'ai juste demandé le retrait de cette phrase et à partir de là, bien entendu, on se serait associé à la manifestation de protestation. Cette phrase a été élaborée en commun. Certaines personnes pouvaient ne pas être d'accord, d'autres pouvaient l'être, mais en tout cas, il y a eu un débat et il y a eu une décision au sein de l'association de l'organisation interassociative qui a validé cette phrase. Quand on promet des choses, on avance. Quand on ne tient pas ces choses, on recule. Et la position du Parti socialiste de se désolidariser de cette phrase, en nous accusant de faire un amalgame entre la droite et la gauche, est complètement incompréhensible. Dans la mesure où cela traduit une méconnaissance totale du terrain, du mécontentement du mouvement LGBT en particulier, malgré le vote du mariage pour tous, qui a été une avancée considérable, même si elle n'est pas entièrement achevée, hein, mais sur les autres dossiers, il y a eu des promesses qui n'ont pas été tenues, et en particulier sur la PMA, où déjà le Parti socialiste de Haute-Garonne s'était désolidarisé de notre action en étant le seul de France à ne pas manifester à nos côtés, et on a cette triste impression de revivre la même chose. Politique toujours avec un soutien de poids à venir pour le candidat UMP aux municipales toulousaines. Alain Juppé, le maire de Bordeaux, viendra en appui de Jean-Luc Moudenc le 12 mars. Le lieu et la forme de la rencontre restent à préciser. L'échange s'organisera autour d'une thématique. Bordeaux, ville référence, que peut-on prendre de ce modèle? On poursuit cette page politique avec les débats organisés par Télé Toulouse en vue des municipales du mois de mars. Oui, 26 débats sont prévus concernant les principales villes régionales. Ce soir, la Beige est à l'honneur avec 2 des 3 listes représentées par leurs candidats sur le plateau. Face à face, Françoise Lapère, candidate PS, et Gabriel Buissou, candidat sans étiquette. La 3e liste, également sans étiquette, comporte 2 têtes de liste en la personne de Claude Dussert et Jean-Paul Beyssen. Sa participation au débat a été annulée à la dernière minute. Cette campagne et le mandat à venir seront largement marqués par le prolongement de la ligne B du métro jusqu'à la Vaginopole, début 2019. Extrait des temps forts de ces échanges tout de suite. Faut-il ou non rentrer dans Toulouse Métropole pour pouvoir financer le métro? Alors, rentrer dans Toulouse Métropole, non. Le Sicoval restera le Sicoval. L'arrivée du métro, on pourra le faire, oui. Il y aura un quartier mixte au terminus du métro, oui. Où il y aura des logements, oui. Donc, avec mon équipe, en tout cas, on sera très vigilant au nombre de logements. Effectivement, on n'a jamais dit qu'il y aurait toute la totalité qui est prévue jusqu'à 2030 qui viendrait se mettre là d'un coup. On fera quelque chose de progressif, de manière à ce que ce quartier vive. Le métro ne sera pas financé, n'est pas financé à ce jour. Je demande depuis pas mal de temps, y compris d'ailleurs les maires du Sicoval, qui demandent à corps et à cri, comment dire, des justificatifs de financement de ce métro. Et à l'heure actuelle, nous n'avons toujours pas eu, donc ça pose un gros problème. Un débat à retrouver dans son intégralité sur notre antenne ce soir à 21h, suivi de celui sur Fenouillet. Absolument. On parle transport à présent avec le réseau de transport en commun de Toulouse qui devient en 2013 le 2e de France, hors Paris bien sûr, derrière Lyon mais devant Lille ou Marseille. C'est du moins ce qu'annonce Tisséo avec un communiqué, dans un communiqué avec 175 millions de voyages en 2013. La progression est de 5% au regard de 2012. Ce sont les bus qui connaissent
la plus forte progression en termes de fréquentation avec 11% devant le tram, plus 5%, les lignes A et B de métro, plus 3%. Une annonce qui intervient à point nommé pour la municipalité sortante à un mois des élections. Les transports, c'est un des points chauds de la campagne entre Pierre Cohen, favorable au développement du maillage tram et bus, et Jean-Luc Moudin qui s'est positionné pour une 3e ligne de métro entre Colomiers et les Arènes. Tout autre chose à présent avec une belle histoire qui prend naissance sur les réseaux sociaux. À l'origine, un jeu d'alcool et de défis entre adolescents sans grand intérêt, à tel point que certains participants l'ont détourné pour faire une bonne action au profit des sans-abri. Les explications avec Marion Posier et Déborah Bouissou. La NEC Nomination, voilà le nouveau jeu qui fait fureur sur les réseaux sociaux. Venu d'Australie, le concept est simple, se filmer en buvant un verre d'alcool cul sec. Un phénomène de mode qu'un photographe bordelais, Julien, a voulu contrer. Le jeune homme a tout simplement détourné le concept. C'est en se filmant qu'il est allé à la rencontre de sans-abri pour leur offrir un repas. Voilà, donc autant faire des vidéos intelligentes. La Smart Nomination, une pratique qui se répand dans toute la France et notamment à Toulouse. Anthony a été un des premiers à relever le défi. On va le donner à un SDF dans la rue pour faire un petit sourire. C'est parti. Alors c'est pas la première parce que moi j'ai pas attendu la Smart Nomination pour le faire. Moi je le faisais pas non plus tout le temps, mais ça m'arrivait de donner de l'argent à des SDF. Et du coup moi quand j'ai vu cette idée, je me suis dit pourquoi pas prendre le relais. C'est d'autant plus intelligent de donner de la nourriture à des SDF et je trouve que c'est un bon geste. Nous avons suivi Guillaume, un étudiant toulousain. Sensible à cette alternative, le jeune homme a décidé lui aussi de réaliser sa propre vidéo. Voilà, sandwich, une bouteille d'eau et puis un cookie. Une bonne action qui a séduit Guillaume. C'est vraiment dans une volonté de montrer de contrer un peu la NEC Nomination et de montrer quelque chose d'autre qui peut être à partir d'une idée très intéressante, extrêmement valorisant sur le plan humain. C'est un acte de solidarité en fait. J'ai vu de suite que le SDF, la personne sans abri, elle avait de la reconnaissance. Voilà. Donc je le vis forcément comme quelque chose de valorisant. Un geste qui ravit les plus démunis, mais aussi les donateurs. Quel est alors le vrai but de la Smart Nomination? Le don ou la satisfaction personnelle? À chacun sa réponse. Nous voici venus à la page sport de cette édition, Samuel. Oui, avec tout d'abord le slalom féminin au JO de Sochi. Ça s'est terminé il y a à peine 1 heure. Vous découvrez ce visage, c'est celui d'Anne-Sophie Barthé, toulousaine de naissance, slalomeuse de 26 ans. Anne-Sophie est de son propre aveu passée au travers de son slalom olympique. Je la cite, aucun feeling, ni avec la neige, ni avec le tracé, un vrai calvaire. Son classement final à l'issue des 2 passages, 18e. Allez, on quitte Sochi pour passer au rugby avec le tournoi des 6 nations qui se poursuit pour le 15 de France dès ce soir. Oui, Pays de Galles, 15 de France est à 21h avec toujours 5 Toulousains titulaires à l'occasion de cette 3e journée du tournoi. Johan Maestri, Yannick Nyanga et Louis Picamol, ça c'est les costauds. Sans oublier Jean-Marc Doussin au poste de demi-de-mêlée et Johan Huget à l'aile. Enfin, un remplaçant, Gaël Ficou, comme face à l'Angleterre et à l'Italie. Oui, le Pays de Galles, faut pas l'oublier, c'est le double tenant du titre de ces 6 nations. Donc rien ne sera simple au Millennium Stadium de Cardiff. On parle encore rugby avec le top 14 qui se poursuit malgré donc ce 6 nations. On le répète chaque semaine, mais un doublon ne va pas arranger les affaires de Guinoves. Samedi, c'est jour de derby entre Castres et le Stade Toulousain. Oui, match programmé samedi à 20h35 au stade Pierre-Antoine chez le voisin castrais. Le manager général du Stade Toulousain a dénoncé hier un système mafieux, dépourvu d'équité. Avant d'affronter le Castres Olympique, il a dénombré pas moins de 22 joueurs toulousains retenus ou blessés. Guinoves ne supporte plus l'idée de doublons dans le rugby. Je le cite à nouveau, on est en train de tuer le rugby des clubs. Le règlement de notre sport est devenu un truc de fou. Bref, ça ne risque pas de faciliter la tâche des Toulousains qui avaient obtenu leur première victoire à l'extérieur le week-end dernier à Biarritz. Mais au classement, c'est le 7e rang qu'occupe actuellement le Stade Toulousain. Alors il faut signaler que Castres n'est pas non plus épargné par ces doublons. On peut signaler notamment que Brice Dulin sera titulaire à l'arrière avec le 15 de France. Yannick Forestier, Brice Mac et Rémi Thalès seront remplaçants. Voilà, 3 joueurs majeurs de l'effectif aussi, 4 en tout. Est-ce qu'on peut qu'il y a quand même une bonne nouvelle côté toulousain, Samuel? Oui, s'il faut en trouver une, eh bien c'est le retour du d'ouverture internationale
Lionel Boxis totalement rétabli après sa blessure à la cuisse contractée face au Racing en janvier. S'il retrouve son meilleur niveau, c'est un élément qui peut stabiliser l'équipe toulousaine. Voilà, Castres Olympique, Stade Toulousain, c'est samedi, c'est avec guichet fermé pour ce derby. Une affiche qui fait saliver. Oui, vous allez voir l'affiche présentant cette rencontre. Et nous avons trouvé une autre affiche créée par une association de supporters du CO, Puissance Castres. Alors c'est à prendre au second degré. La clé est dans la fraîcheur avec un cornet pour chaque équipe, mais des boules un peu dégoulinantes côté rouge et noir. Connaissant le contexte, on doute que Guy Novès et ses joueurs goûtent l'humour mal léché des voisins castrais. Bravo Samuel, vous allez être fier de vous. Bon, on va passer au football avec une grosse affiche également, TFC PSG. Oui, TFC PSG, ce sera à 14h dimanche, le TFC 10e de la Ligue 1 face au leader incontesté du championnat. Je vous propose d'écouter Alain Casanova et Zachary Boucher, tous deux impressionnés par le club de la capitale. Quand vous affrontez le PSG, c'est comme dans d'autres championnats quand ils affrontent le Barça, le Real Madrid. Je pense que le PSG a le potentiel pour gagner la Champions League. Là, maintenant, je dirais que quand une équipe est capable de gagner la Champions League et que vous êtes classé milieu de tableau dans le championnat national, le rapport de force, il est en votre défaveur. Donc, on va y aller prudemment quand même. Mais oui, forcément, on joue pas pareil contre Zlatan que contre Valbuena, quoi. C'est pas la même chose. Non pas que l'un est meilleur que l'autre, mais forcément, il y en a un qui est un peu plus grand. Donc les ballons aériens, faudra essayer de s'imposer, mais on sait très bien que c'est son domaine à lui, quoi. Voilà, donc le match c'est dimanche 14h au Stadium. On termine avec un petit peu de culture, direction le musée Ingres de Montauban pour découvrir les néo-grecs. C'est une exposition que Pascal Solaire vous détaille. Nés dans les années 1820, les artistes néo-grecs comme Picou, Hamon, Boulanger cherchent à s'émanciper des modèles et des valeurs artistiques de leurs aînés, les néoclassiques et les romantiques, et se passionnent pour une vision nouvelle de la Grèce antique. L'acte fondateur des néo-grecs sera la présentation au salon de 1847 du tableau de Jérôme, jeune grec faisant battre des coqs. L'artiste devient alors le chef de file de ce mouvement, dont la référence à l'Antiquité est avant tout un prétexte à de nouveaux sujets anecdotiques. Il prônait un art pour l'art, c'est-à-dire l'art ne devait pas servir à illustrer une cause, représenter une histoire politique ou sociale, mais se développer juste pour le plaisir de la contemplation sensuelle, intellectuelle. Leur idée, c'est de nous rendre cette Grèce presque familière, vivante et presque contemporaine à nos yeux, de sentir que ces gens-là qui vivaient il y a pourtant des siècles ne sont pas si éloignés que nous. Et alors cette image est très intéressante parce que on voit aussi ce qu'ont préparé les néo-grecs, toute l'esthétique du cinéma et du péplum finalement. Donc nous voilà avec Cléopâtre sur sa galère et quand on pense au premier péplum, eh bien on sait que les gens de cinéma qui ont commencé à imaginer leurs histoires à l'antique, ils ont beaucoup regardé, en particulier Jean-Léon Gérôme. Dans les années 1860, le mouvement néo-grec va se tarir au profit d'autres sources d'inspiration. À partir du début des années 1860, arrivent les impressionnistes, le réalisme domine, et puis pour les peintres intéressés par l'Antiquité, c'est plutôt celle de l'Orient, et c'est d'ailleurs le chemin que va suivre Jérôme, Jean-Léon Gérôme, alors que Henri-Pierre Picou, pour revenir à lui, n'a pas su renouveler son inspiration et justement va quitter Paris et revenir à Nantes où il va finir ses jours assez tristement parce que dans l'oubli, oublié de tous. L'exposition est composée d'œuvres du musée des Beaux-Arts de Nantes, du musée Ingres de Montauban et bénéficie également de prix exceptionnels venus de collections particulières et de grands musées dont le Louvre et celui d'Orsay. Voilà, c'est ainsi que se termine cette édition. Merci Samuel. Bonsoir François. Excellent week-end à tous, à bientôt sur TLT.